Quelles sont les pratiques qui font qu'à un moment donné, on atteint un niveau d'excellence. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes de réflexion individuelle pour noter vos convictions les plus profondes, presque des croyances, sur qu'est-ce que c'est que la vente de chariot ou la vente chez Fenwick. En fait, on va chercher les convictions profondes qui sont cachées dans ce que dit la personne. On va fonctionner par sous-groupe. Une première personne raconte une anecdote commerciale en 2 minutes et les autres, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce qu'il dit. Ensuite, une fois que la personne a terminé, notez bien ce qui doit être vrai pour que ça soit vrai dans ce qu'il vient de raconter. Je vais juste vous donner un exemple très simple. Si je vous dis par exemple, ce commercial a du mal à vendre parce qu'il n'a pas un bon relationnel, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit être vrai pour que ça soit vrai? C'est que sans relationnel, on ne vend pas. Alors, à chaque fois, on changera les groupes. Donc un premier groupe, Jean-Michel, Philippe... Le consultant externe cherche à saisir cette production de l'intelligence, ces savoir-faire, de celui-là qui l'a produit et inventé en marchant. Il procède à une activité assez spécialisée qu'on appelle l'extraction des connaissances. Donc on ne juge pas, on ne sait pas, on écoute juste l'anecdote, on note et après on voit si on a le... Ah ouais. En réalité, ce que ne disent pas tous ces gens qui font de l'extraction des connaissances, c'est qu'ils ne font pas que de l'extraction des connaissances. Pour toi, il faut savoir sortir le client de son contexte. Oui. Ils masquent et dissimulent le détour par lequel ils arrivent à entrer dans l'intelligence des gens. Pour donner envie au client, il faut se battre pour lui. Si le gars, tu lui as rendu service une fois, il te rappelle et te dit j'ai besoin de toi. On est capable de se sublimer, entre guillemets, pour lui. Attention. C'est quand même un truc vachement fort, c'est vraiment une conviction profonde. Qu'est-ce qui doit être vrai pour que cette histoire soit vraie et soit possible? Ce détour, il n'est pas rien. On prend une position flagorneuse, vous êtes le meilleur. On fait des week-ends, moi je paye leur casse-cou, les bières, les machins, tout ça. Mais j'aime ça, moi j'aime ça, j'aime ce que je fais. Donc après, c'est un plaisir. Le problème, c'est d'arriver à créer un rapport avec lui dans lequel il va livrer et dans lequel il va lâcher ce qu'il sait. Ouais, parce que lui, on va lui demander aussi d'être professionnel. L'acheteur, tu vas lui demander d'être professionnel, de dire attendez. On va créer avec lui une relation de confiance. Là on parle de compétences pures. Et obtenir un consentement. C'est toute la question, elle est là, cette manipulation-là. Comment est-ce qu'on va obtenir que l'autre collabore? Quand la direction met des salariés entre les mains de 2 consultants, ce n'est jamais au hasard. Toujours, dans ces cas-là, la suspicion plane. Personne n'en parle, mais chacun est sur ses gardes. Une dizaine d'entre eux vont être choisis, suivis et observés en situation de vente par les consultants. Dans l'assemblée, un élément brillant. L'un des 3 meilleurs vendeurs de l'entreprise. Un parfait animal d'étude. Donc je suis Bruno Martin, je suis sur l'agence Île-de-France-Ouest, Fenwick. J'ai une expérience de 2 ans maintenant chez Fenwick et puis je gère des comptes que l'on dit donc des grands comptes régionaux. À quelques pas de la Défense, le rendez-vous est pris. Bruno Martin se rend chez un de ses plus gros clients, le responsable des achats de la société France Boisson. L'homme hésite à réinvestir. Le service après-vente Fenwick ne le satisfait pas. Est-ce que je consulte toutes les agences pour avoir le meilleur prix? Ou est-ce que je me pose pas de questions, j'ai un chariot en panne, j'appelle mon concessionnaire, et comme ça, on peut se concentrer sur notre activité qui est la logistique et la livraison de nos clients. On va mettre en place une cellule avec un signal d'alarme. Okay. Et c'est nous qui allons piloter à l'agence Île-de-France Ouest les interventions. C'est quoi les choses les plus importantes qui se sont passées dans cet entretien? Le plus important, c'est qu'il a des besoins en après-vente, quand il y a un problème, qu'on le traite. Ils doivent avoir l'impression chez vous qu'ils se retrouvent tout seuls avec leurs problèmes. C'est clair. Et qu'on n'a pas d'action. Au bout d'1 an et demi... Ce qui est sous-jacent, c'est ça. Et il a dit à un moment, j'ai été trop gentil, quoi. Je pense qu'on a été trop gentil. Ça, c'est un avertissement, quoi. C'est énorme. Le mot-clé dans ce qu'il a dit, c'est quoi qui
qui t'a fait dire tiens, là, il y a un truc qu'il faut... Je n'ai pas le mot en tête, mais c'était son expression. Tu lui montres ton graphique dans lequel tu dis j'en vends 2 fois plus que le concurrent et le prix est toujours le même. Bon, ça paraissait évident, mais je voudrais quand même revalider les choses, parce que c'est quoi ton but quand tu fais ça? En fait, c'est d'essayer de lui mettre le doute sur le fait qu'il achète bien. Quand même, toute la France achète différemment que vous. Quand 100 chariots se vendent en France, 100 chariots thermiques, on en vend quasiment 30. Et nos premiers concurrents en vendent 14. Oui. Et on est toujours plus cher qu'eux. Donc, vous avez peut-être mal acheté. C'est lui faire sentir une anomalie dans son achat, quoi. Mais il a certainement un doute, ce mec-là. Ouais, comment tu sais ça? Bah parce qu'il est attentif, quand même. La part de marché, il l'a regardé. Vous avez vu cette espèce de façon extrêmement attentive, avec les froncements de sourcils pour regarder l'expert. Mais alors pourquoi? Et prendre cette... Vous voyez, là, un jeu. Évidemment, il manipule les gens, mais aucun d'entre nous ne peut être insensible au fait que quelqu'un vient vous parler et à un moment donné fait quand même acte de reconnaissance de quelque chose que vous avez. Mais pas du tout pour ce que vous croyez. C'est une satisfaction narcissique formidable de proposer aux gens d'être dans un idéal de perfection, de se dépasser, d'aller au-delà de leurs limites, etc. Donc la tentation est forte d'y croire. Pourquoi tu lui dis, ou c'est quoi ton objectif quand tu lui dis plus vous serez exigeant, plus vous serez Fenwick? Plus vous serez exigeant, plus vous serez Fenwick, presque. Honnêtement, je trouve que c'est du grand art, ça s'appelle un recadrage. En gros, toi tu lui dis, c'est justement parce que tu es exigeant, et plus tu seras exigeant, plus on va travailler ensemble. Tu arrêtes ce truc. Parce que en fait, j'en suis persuadé. Valérie, qu'est-ce que tu aurais vu, toi, qu'on n'aurait pas creusé dans l'entretien sur ce qu'a fait ou ce qu'a entendu Bruno Toujours pareil, à un moment, je trouve que au contraire, tu remets de la pression. Ma lecture, c'est que tu mets de la pression tout de suite et régulièrement tu entretiens la pression. Ouais, alors, c'est parce que quand on monte un petit peu qu'on se dit les choses. C'est quand on est vraiment presque en confrontation, quoi. Positionnement fort, hyper assertif dès le départ. Mais je ne vais pas labeller ça comme mettre la pression. Dans mon filtre à moi, c'est mettre un cadre. Tel que je le lis, dans la façon dont il l'a fait, il ne met pas le cadre. C'est qu'à un moment donné, au moment où il le met, c'est plus rajouter, remettre un peu de pression que mettre un cadre. Oui, clairement c'est ce qu'il dit. Ouais. Finalement, ce cadre technico-commercial qui va vendre les choses, il est totalement manipulé. Il croit qu'il participe à quelque chose d'important. Ces modes opératoires, quand ils auront été isolés, on va les enseigner et ceux qui ne suivent pas, ils seront éliminés. En fait, il se fait prendre, évidemment, parce que tout ça va, c'est l'antichambre de sa propre liquidation, ce qu'il ne sait pas. Ce qui, au départ, est donné sur le mode de la séduction pour reconnaître aux meilleurs leurs mérites, est en fait réutilisé comme une méthode de terrorisation, parce que c'est ni plus ni moins que ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sent, qu'en réalité, ça va devenir la nouvelle norme, c'est-à-dire la nouvelle prescription. Et où vous marchez, vous réussissez, et vous restez, où vous sortez. Donc, il y a dans la nouvelle performance une menace. Il y a une promesse, mais en même temps, il y a une menace. Et cette menace, elle est probablement quand même un des éléments importants de l'adhésion, évidemment, des gens qui ne sont pas dupes et qui savent très bien que s'ils n'entrent pas dans ce jeu-là, ils vont être liquidés. Ce système de pouvoir qui est sous-jacent à ces nouvelles pratiques managériales. Il a quoi comme objectif? De mobiliser le maximum d'énergie des individus pour pouvoir répondre à des objectifs de performance et de rentabilité qui sont de plus en plus élevés. Quand il y a un taux de croissance de 3% dans l'économie, eh ben l'entreprise peut faire 3% de profit. Quand il y a un taux de croissance de 3% et qu'on demande des taux de rentabilité de 10, 15, 20, 25%, évidemment, comment on fait ça?
Eh ben, comme la variable d'ajustement, c'est le travail. C'est-à-dire il faut faire plus avec moins. Donc la seule réponse qu'il y a, c'est la réduction des effectifs. Mais pourquoi la réduction des effectifs qui mettent sous tension ceux qui restent et sous tension ceux qui sont exclus? C'est justement parce que le management dans son ensemble et l'ensemble de la population, d'une certaine façon, a accepté cette folie du capitalisme financier qui fait que des actionnaires qui ne sont plus branchés sur la production exigent des taux de rentabilité sans se préoccuper du tout du réel du travail et des conditions concrètes qui permettent cette rentabilité. Je m'appelle Jean-Luc Mastiquian, je suis directeur général de la partie industrielle de Fenwick, de l'ensemble industriel de Fenwick, et plus exactement de l'ensemble industriel représenté par le groupe Kion en France. Je suis Christophe Lautret, le directeur général et le gérant de Fenwick Lindé, entreprise que je dirige maintenant depuis 2004. L'objectif, c'est quand même la performance globale. Et on a représenté un petit logo, notre stratégie. Et au centre de cette stratégie, on a mis la motivation des salariés. Et ça part d'un credo, c'est que la plus belle des stratégies, si elle n'est pas comprise et partagée par l'ensemble du personnel, ne sera pas appliquée. On est obligé en permanence de s'améliorer. Donc pour moi, il y a effectivement absolument pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le temps non plus. C'est-à-dire que on ne peut pas être sûr. L'incertitude aujourd'hui fait partie d'une donnée de management. Donc on est dans des environnements extrêmement volatiles. On sait que la situation, elle peut évoluer pratiquement d'un mois sur l'autre. Stagner n'est pas une option. Oui, l'entreprise doit progresser, mais le progrès, ça fait partie de la vie. Un bon management, pour moi, c'est de jamais être satisfait et de se dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour solidifier la performance d'aujourd'hui, pour accroître celle de demain. Donc, je crois que structurellement, un manager, c'est quelqu'un de jamais content. Donc, il y a une exigence qui nous oblige à avoir des raisonnements et des stratégies sans complaisance. Alors, très clairement, vis-à-vis du groupe, il faut montrer au mois le mois des performances qui se traduisent très clairement par des performances financières. Le dirigeant de l'entreprise est ce que j'appellerais le maillon faible paradoxal. C'est le maillon faible parce qu'il est le plus vulnérable aux pressions qui viennent de l'actionnariat. Et maillon faible paradoxal parce que néanmoins il est le patron de l'entreprise et qu'il a donc les moyens de décréter la mobilisation et de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs qui le protègent, lui, patron. Qui est cet actionnaire qui dicte les objectifs? Qui est Henri Kravis? Je vous dis, comme il y a beaucoup de monde qui nous regarde, voilà, je suis un peu prudent là-dessus. Ouais, sur Kion et sur l'actionnaire aussi. Ouais, je suis sur Kion et sur l'actionnaire, voilà, parce qu'à partir du moment où le mot KKR est prononcé, où que ce soit, partout, ils ont des agences qui pigent la presse à longueur de journée, enfin c'est des gens très organisés, qui ont des grandes oreilles partout, et donc à partir du moment où le mot KKR est prononcé, puis il y a une oreille qui se reste quelque part, et si je pouvais éviter, ouais. Henri Kravis est l'un des pères de ce capitalisme financier qui règne en maître depuis 30 ans. C'est au milieu des années 70, aux États-Unis, qu'il crée avec deux associés, Kohlberg et Roberts, un fonds d'investissement, ce que l'on appelle en anglais une société de private equity. L'objectif de ces sociétés d'investissement, acheter et optimiser des entreprises afin de les revendre plus cher, et cela dans un temps record. Pendant une dizaine d'années, les fonds de private equity vont d'abord opérer sur le marché américain. Mais grâce à la déréglementation des marchés de capitaux dans le début des années 80, ces investisseurs vont pouvoir appliquer leur méthode à l'échelle de la planète et en tirer des bénéfices phénoménaux.
C'est Henri Kravis qui a inventé, avec ses associés, un des outils financiers qui va donner les pleins pouvoirs à ce capitalisme actionnarial, le LBO.